Et hello les légendes, pour ce Roland Garros 2024, on met à l'honneur deux consultants Prime Vidéo de renom, Marion Bartoli et Frédéric Verdier. J'espère que leurs parcours vont vous plaire, mettez d'ores et déjà un like si vous êtes sur YouTube ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide comme jamais, bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Marion, t'es né un 2 octobre 84, t'as commencé le tennis à 6 ans, ton papa a rapidement vu la championne en toi, a très vite raccroché sa blouse de médecin pour t'accompagner sur les cours. Pardon, tu as été numéro 2 mondial junior en 2000. Quel a été ton meilleur résultat en Grand Chelem junior, juste, rapidement? Vainqueur du US Open. Pas mal. Puis top 100 en 2003. En 2007, tu fais une première finale à Wim contre Vénus. Demi à Roland en 2011. Tu atteins ton meilleur classement septième en 2012. Le 6 juillet 2013, ta vie bascule. Tu deviens la troisième joueuse française de l'Europen à remporter un tournoi du Grand Chelem. Il s'agit de Wimbledon. Tu rejoins Amélie Mauresmo et Marie Pierce. Aujourd'hui, tu animes entre autres les night sessions du tournoi de Roland-Garros diffusé sur Prime. Déjà, Marion, comment ça va? Ça va très bien. Des journées très chargées, mais ça va très bien. T'es Et où beaucoup de là, travail. Je suis à actuellement? Dubaï chez moi. Ok, top. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter tes tout premiers souvenirs de tennis? C'était à 6 ans, je sais pas si tu as des images qui te restent, mais des sensations peut-être? J'avais 5 ans et demi exactement quand j'ai commencé. Et effectivement, depuis déjà 2 ans, je suivais mes parents qui jouaient au tennis de manière euh, récréative après le travail de mon papa. Donc, je les suivais environ 3 fois par semaine où je venais avec mes jouets, puis je les regardais s'amuser au tennis. Et moi, je faisais mon petit trafic dans mon coin sur le terrain avec avec la petite nappe qu'on me mettait par terre et les jouets qu'on m'amenait. Et puis un jour, à 5 ans et demi, j'ai essayé de me mettre au milieu du terrain et de vouloir prendre la raquette de mon frère et d'essayer de jouer moi-même. Et donc, apparemment, de ce que mon père me raconte, parce que ça, très honnêtement, j'en ai pas le souvenir. La première fois où j'ai joué enfin, j'ai joué au tennis, j'ai renvoyé la balle 50 fois par-dessus le filet sans rater. Donc, mon père s'est dit, bon, elle a peut-être quelques qualités. Et en fait, 6 mois plus tard, il y avait le tournoi du club, donc de mon club de TC Rotonna, qui était organisé pour les enfants, pour les jeunes. Et en fait, tout le monde était plus âgé que moi, avait 2 ou 3 ans de plus. Ils avaient que 3 filles dans le village qui jouent au tennis. Donc, on m'a demandé si je pouvais faire la quatrième pour faire un nombre pair. Et donc, j'ai dit oui, alors que je venais de commencer le tennis 6 mois auparavant. Et c'est moi qui ai gagné le tournoi. Ça a été mon tout premier trophée. J'avais 6 ans et 4 mois. Solide. Donc, j'ai vite pris goût à la compétition. Et puis après, ça a été un enchaînement. Mais j'avais toujours l'envie de gagner, l'envie de battre l'autre et l'envie surtout de rapporter beaucoup de coupes à la maison, où j'étais très très fière de moi à chaque fois que j'y arrivais. Je crois que c'est à 16 ans vraiment que tu fais claquer un premier gros résultat en étant championne de France, c'est ça? Avant, tu étais un peu dans le second wagon, quoi. En fait, jusqu'à 14 ans, j'étais seulement 15e française, donc j'étais très très loin. Ouais. Les petits as, j'en rigole à chaque fois avec les organisateurs qui n'ont pas changé parce que j'ai ramené la jeune indienne que j'entraîne ici à Dubaï, je l'ai ramenée jouer les petits as il y a un an, et donc je me suis retrouvée à faire un flashback pour moi et repenser à mes années quand je jouais les petits as. J'avais perdu dans les qualifications au premier tour des qualifs. Donc, pour te dire à quel point j'étais vraiment loin du meilleur niveau mondial. Et puis, à partir de 15 ans, j'ai déjà fait finale du championnat de France. Je perdais contre Emmanuel Edon, mais là, je m'étais vraiment rapprochée. J'étais la deuxième meilleure française installée. Et l'année d'après, effectivement, je remporte le championnat de France 15-16. Je gagne le critérium, donc je fais le doublé back-to-back. Et ensuite, je gagne l'Orange Bowl, donc le championnat du monde des moins de 16 ans. Bah, Et moi là, je aussi. monte numéro 20 française et ça a été vraiment un déclic pour moi parce que j'étais déjà première série comme je suis de la fin de l'année, avant mes 16 ans, j'étais déjà première série. Et puis après, j'ai pris le chemin des juniors et puis ma carrière a décollé. Est-ce que tu peux nous faire de noms classés, étape par étape, classement par classement, jusqu'à ton premier point WTA? Tes premiers points. Alors, donc, mon premier classement, je l'ai eu à 9 ans, j'étais 32. Ouais, Ensuite, j'ai été 15, attends, 15,5 ou 15,4. Je crois 15,5 de mémoire. ouais. Euh, 15,3 l'année suivante, 15, 4,6, -2, -15, première série. Ouais, 4-6-2, solide.
C'était fort Oui, là. 4,2 solide et en fait, je me rappellerai toujours, c'était un tournoi, enfin, je jouais que les tournois en France hein, parce que j'avais pas, mes parents n'avaient pas les moyens de m'amener jouer les tournois U14 à l'international, etc. Donc, je jouais que les tournois Open en France. Et donc, j'avais 14 ans et j'allais à l'école normalement et j'avais joué 120 matchs cette année-là. Et autant te dire que de jouer 120 matchs et au minimum pour aller jouer un match, je devais aller à Lyon, c'était vraiment le strict minimum, c'est déjà 150 kilomètres aller, 150 kilomètres retour. Plus aller à l'école normalement, ça avait été vraiment un rythme très très dur pour moi. Dont un tournoi où en fait j'étais inscrit à Cassis, qui est donc dans la banlieue de Marseille. Et mon père s'était tapé les allers-retours tous les jours de la semaine. Donc on partait de Retournac j'avais eu le droit de sortir de l'école à 15h30 à la place de 16h30. On faisait 4h30 de voiture. Je jouais à 21h, je jouais mon match. On refaisait 4h30 de voiture. Je faisais mon travail scolaire dans la voiture. Je m'endormais dans la voiture. Le lendemain matin, j'allais à l'école. Et en fait, j'avais joué en contre et je gagnais après par classement, 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 jusqu'à la fin où j'étais arrivée jusqu'en finale de tournoi et j'avais gagné jusqu'à première série. Et de tous Incroyable. les jours de la semaine, mon père faisait l'aller-retour, retourne à Cassis. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. A posteriori, je me demande comment il en fait parce que franchement, moi, si ma fille, elle me demande ça un jour, je me dis, ouais, c'est bon. C'est complètement barré. Je vais jamais faire ça. Et c'est vrai que cette année-là, ça avait été vraiment sur le plan physique et mental, ça avait été compliqué pour moi d'arriver à gérer les deux, mais ça m'a donné aussi un socle sur le plan mental qui, je pense, m'a servi pour le reste de ma carrière. Waouh. Incroyable, Walter. Et en fait, ton papa avait lâché son boulot complètement ou il continuait quand même un petit peu à Non, mon mi-temps? père continuait à travailler, justement. C'est D'accord. pour ça qu'on devait rentrer tous les soirs, parce qu'à la limite, j'aurais pu prendre une semaine en n'étant pas à l'école, mais mon père devait ouvrir le cabinet tous les matins et travailler. Et mon père a arrêté de travailler uniquement quand j'ai gagné le Critérium, donc en 2000. Ouais. Avant, il travaillait normalement et il m'accompagnait faire tous les matchs et il retravaillait le matin et moi j'allais à l'école et on enchaînait comme ça. Quel Donc pari. il a arrêté de travailler vraiment quand il a vu qu'effectivement, étant première série à 16 ans, j'avais déjà commencé à jouer des juniors en France. Il y avait la tournée Menton, Istres, Cagnes-sur-Mer, qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui est sur terre battue. J'avais commencé à faire des finales, etc. C'était des J300. Donc quand même des tournois pas au niveau des grands chelems, mais des tournois quand même intéressants en termes de niveau. Et j'avais déjà beaucoup mieux performé qu'en moins de 14. Hmm. Donc il avait senti qu'il pouvait se faire une bascule, mais ouais, ça a été chaud pendant pas mal d'années, ça c'est sûr. Et en plus, tu étais solide à l'école, je crois. Tu as fait école normale et tu as claqué une mention, non? C'est pas ça? J'ai mon bac avec 2 ans d'avance, avec mention très bien, ouais. Incroyable. Quelle femme. Ouais. Et alors, l'US Open, quand tu le gagnes, vous êtes ensemble avec ton papa? Bien sûr, Et c'est bien quoi sûr. Et quels sont les souvenirs juste là-bas? Parce que c'est la deuxième semaine avec tous les pros. Est-ce que tu as partagé un truc avec eux ou pas? Comment c'est passé? c'est une semaine exceptionnelle et je me rappelle sur tous les cours sur lesquels j'ai joué, je me rappelle bien sûr toutes les filles que j'ai affrontées. On était dans une année junior exceptionnelle hein, parce que je jouais avec Sharapova, Jankovic, Ivanovic, Kuznetsova, Zvonareva. Enfin, c'était juste monstrueux. Et donc j'arrive effectivement à gagner l'US en battant Kuznetsova en finale, 6-4 au troisième. Et en fait, à l'époque, on te remettait le trophée sur le H juste avant la finale homme. Et mon idole absolue de toute ma jeunesse, c'était Pete Sampras. Et Pete jouait contre Ethan Hewitt cette année-là en 2001. Ouais. Donc je voyais Pete en train de s'échauffer dans les couloirs avant de rentrer sur le H pour jouer sa finale, que malheureusement cette année-là il a perdu avant de battre Agassi l'année suivante. Mais non, j'avais des étoiles bien sûr plein les yeux. Je voyais jouer Vénus en night, Serena en night. On était logé au Grand Hyatt à New York. Quand tu viens d'un petit village de Haute-Loire et que tu te retrouves à New York, c'est quand même Ouais. des émotions extrêmement particulières. Et en fait, je me rappelle très bien que le papa de Jennifer Capriati, en fait, me voyait avec mon père tous les matins. C'est à 7 heures du matin, on était sur les terrains pour avoir les cours seuls et pouvoir s'entraîner pendant 2 heures avant que j'attaque mes matchs. Et son papa était venu me voir en me disant, écoute, l'année prochaine, si tu joues à l'US Open adulte, je veux bien que tu fasses sparring de Jennifer. Je te vois motivée et tout, donc je te donnerai ta chance. Et l'année d'après, effectivement, bon, bah, je me qualifie, je perds au troisième tour du tableau contre Lindsay Davenport sur le H. Donc, bon, bah, son papa, effectivement, m'a repéré. Et en fait, je suis restée sur place et toute la deuxième semaine, j'ai fait sparring de Capriati. Waouh. Donc, ça a été une expérience ouais, absolument extraordinaire. Ah.
Et Svetlana Kuznetsova, elle envoyait déjà d'énormes lattes en junior, parce qu'en coup droit, ça Alors, partait quand même. elle jouait le même jeu qu'effectivement quand je l'ai joué chez les pros. Puis en plus, elle a gagné à l'US Open adulte très rapidement derrière, hein. Ouais. En fait, nous, on avait quand même déjà un niveau chez les juniors qui était très élevé parce que toutes les filles que je t'ai citées, derrière, elles ont fait la bascule chez les pros extrêmement rapidement. Elles ont été top 50, elles ont gagné des tournois. Enfin, c'était quand même vraiment un tremplin qui nous a toutes servi parce que le niveau était tellement élevé. Quand on est arrivé chez les pros, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais ouais, je jouais pareil, c'est gros service kické, décalage coup droit, et moi j'étais dans le terrain, je jouais à plat, prendre la balle tôt, de pas lui enlever du temps, et c'était quand je l'ai joué en quart de Roland, j'avais l'impression de rejouer le même match que quand j'ai joué en finale de l'US chez les juniors, quoi. C'est la même opposition de style, et c'était à savoir si j'allais arriver à la prendre de vitesse ou si elle allait prendre le jeu avec son coup droit et me faire mal. Exceptionnel. Et la Fédé, à ce moment-là, est-ce que tu étais un peu avec eux ou pas du tout? Est-ce qu'ils s'intéressent plus à toi parce que on peut pas faire autrement? Comment ça s'est passé? Alors, Georges Goven, qui avait un rôle important à la Fédé, qui s'occupait surtout de superviser toutes les jeunes qui arrivaient, était resté la semaine avec nous pour superviser un peu les entraînements que je faisais, venir voir mes matchs, discuter avec mon papa, échanger, etc. Mais ouais, ça se limitait à ça. J'étais pas entraînée par la Fédé, j'étais pas intégrée dans un pôle en France. J'ai toujours fait mon chemin de côté, mais finalement, moi, celle avec qui j'ai partagé le plus de moments, c'était Tatiana Golovin, parce qu'on avait un peu la même histoire. Elle était très suivie par sa maman. Ils étaient partis chez Bolitieri jeunes. Et donc, en fait, on a passé toutes nos années de junior ensemble et les premières années sur le circuit WTR ensemble, où on était vraiment hyper solidaires, hyper copines. Financièrement, pour nos deux parents, c'était pas évident, donc on partageait les frais, on partageait les repas. Enfin, on s'entraînait ensemble. On a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble, et c'est pour ça qu'on est restés très, très liés, très, très proches et très, très amis. Parce que voilà, on a partagé les moments de galère, et quand on a réussi toutes les deux, c'était une grande fierté pour nous. Mais moi, j'étais plus proche de Tat mais les gens de la Fédé, bien sûr, m'avaient repéré, venaient me voir jouer, mais avaient compris aussi que c'était pas non plus nécessaire forcément de s'immiscer dans les méthodes d'entraînement parce que j'avais quand même un jeu très, très atypique et que, voilà, j'allais pas non plus m'entraîner comme des filles normalement, à faire que des gammes du fond du cours. T'as eu un soutien particulier après, financier, bourse ou autre? En fait, le soutien que j'avais, c'est que la fédération me donnait des wildcards à Roland-Garros et puis j'avais bénéficié aussi de l'échange wildcard à l'Open Australie. Bon, alors c'était pas les montants maintenant, hein, on n'était pas à 70 000 euros du premier tour, mais bon, je crois que à l'époque, il me semble que c'était 20 000, Ouais. entre 15 et 20 000 euros. Et forcément, quand tu débarques des juniors, c'est quand même des montants qui sont pas négligeables du tout dans une saison. Et puis après, surtout, j'ai eu la chance d'avoir Patrick Moratoglou qui m'avait repéré, qui avait à l'époque une agence de management et qui en fait avait cru en moi très rapidement. Et donc du coup, ils avaient trouvé un gros contrat pour moi avec le coq sportif. Et là, je gagnais déjà très bien ma vie pour mon âge. Donc ça m'avait permis Voilà. justement de me lancer sur le circuit pro en me disant pas que financièrement ça allait être encore dur parce que voilà, j'avais déjà passé des années où c'était quand même, il fallait faire hyper attention à tout, quoi. Tes premiers points WTA, c'était où, comment, quelle sensation, quelle fierté? Alors Pas WTA ou d'ailleurs. ITF? ITF, ouais, le classement mondial, Les quoi. 15 000, ouais, les 10 000. Alors nous, à l'époque, c'était les 10 000, c'était pas des 15 000. Ouais. Et en fait, les trois premiers que je joue, je les gagnais trois d'affilée. Ah oui, ok. Donc, Pas là pour faire de la figuration. non, j'étais pas là pour rigoler. Et donc, du coup, j'ai fait non classé 300e très, très vite. Ah, ah ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première wildcard à Roland avant même que je gagne US Junior. Donc, j'ai eu ma première wildcard à Roland en mai 2001. Et ton papa, tout ça, l'avait plus ou moins senti, du coup, si j'ai bien compris. D'emblée. En fait, non, on n'a pas fonctionné comme ça, on a fonctionné étape par étape. Donc, l'échéance suivante, c'était quoi? C'était gagner le tournoi local. Et puis après, c'était quoi? C'est gagner le championnat d'Auvergne. Et puis quand je suis passée dans les Lyonnais, je sais gagner le championnat lyonnais. Et puis après, c'est d'être championne de France. En fait, on y allait petit à petit crescendo. Et puis effectivement, quand je suis arrivée sur la scène internationale, c'était gagner le prochain tournoi junior que j'allais jouer. Puis après, essayer de gagner un grand chelem junior. Puis après, d'essayer d'avoir le meilleur classement junior possible parce que du coup, j'aurais des invitations dans des 25 000 et des 50 000 et que ça allait me faciliter la tâche. Enfin, voilà, en fait, on a avancé petit à petit
parce que de un, ben, on venait pas du tout de ce milieu-là. Mon papa n'était pas du tout de ce milieu-là. Donc peut-être aussi qu'on a eu moins d'appréhension que d'autres personnes en se disant, oh là là, mais le chemin, il va être tellement long que ça va être très, très compliqué. Et finalement, en prenant les échéances les unes après les autres et surtout essayer de comprendre comment ce monde-là fonctionnait, de s'y adapter le plus rapidement possible. Et surtout, la devise première, c'est de s'entraîner plus que les autres, quoi qu'il arrive. Donc, j'étais toujours la première dans les clubs de tennis ce matin et j'étais la dernière à partir. Et il y avait pas une fille qui s'entraînait plus que moi. Donc, ça a été enfin, pour moi, quand je repense aujourd'hui, que je vais avoir 40 ans cette année, quand je repense à ces années-là, c'est effectivement les deux choses qui m'ont permis de réussir. C'est la force du travail, c'est la capacité d'adaptation. Et comment tu faisais pour pas être épuisé en enchaînant les matchs et en t'entraînant autant? La volonté, tout simplement, mais quand aujourd'hui j'entraîne une jeune fille qui a 14 ans, donc je me retrouve beaucoup en elle parce que voilà, j'ai eu moi aussi 14 ans avec beaucoup de doutes, etc. Et j'avais pas une vainqueur de Grand Chelem qui venait m'entraîner tous les jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand on a la volonté de réussir quelque chose, la fatigue, on l'oublie, surtout quand on est aussi jeune. Aujourd'hui, quand j'ai 40 ans, la fatigue, je la sens un peu plus, mais à 14, on n'est pas fatigué. Donc, en fait, vous allez être fatigué parce que si mentalement, vous vous dites que vous répétez toute la journée que c'est dur, que il y a beaucoup de stress, que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de compétition, en fait, si vous pensez négativement, vous allez être fatigué. Si vous pensez positivement en disant, bah voilà, je fais quelque chose que j'aime, j'adore être sur le terrain tous les jours, j'ai une chance exceptionnelle, je peux voyager dans des villes où peut-être j'aurais eu jamais accès si j'avais pas fait du tennis. Je peux rencontrer des gens et je me sers de toute cette expérience pour au contraire être dans quelque chose de très positif. Ben, en fait, vous passez les étapes beaucoup plus rapidement. Et moi, c'est vraiment la manière dont j'ai abordé ce passage de ma vie. À quel moment t'as stagné pour la première fois? Le commun des mortels peut stagner à 15-2, 15-3, 2-6. Toi, Alors, en un ouais. claquement de doigts, t'étais 300e mondial. À quel moment c'est arrivé? Alors, donc, effectivement, je monte très vite 300 et derrière, je bloque à 220 Ok. pendant 6 mois. Et 6 mois, pour moi, ça m'a paru une éternité. Quand j'y repense et que je vois des joueurs qui restent 3, 4 ans à ce classement, je me dis que 6 mois, effectivement, a posteriori, c'était pas si long que ça. Mais pour moi, ça me paraissait très, très long parce que toutes les juniors que je battais ou avec qui je faisais jeu égal étaient déjà 80, 50, 30 pour les meilleurs. Kuznetsova était déjà 30 quasiment. Et moi, j'étais 220, quoi. Et j'avais fait toute une tournée, en fait, de 50 000 aux États-Unis en été. Euh, et en fait, je passais un tour, je perdais au deuxième. Je passais un tour, je perdais au deuxième. Et ça m'avait complètement déprimée. Cette tournée, elle m'avait déprimée totalement. Et j'arrive à l'US Open et je dis à mon père, écoute, papa, là, si j'arrive pas à me qualifier et que je rentre pas dans les 100, c'est la rentrée en septembre, j'ai mon bac, je reprends l'université et puis j'arrête le tennis. Et Radical. un radical. Et Incroyable. mon père me dit, bon, écoute, il n'y a pas de souci, mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions, on va trouver des solutions. Et en fait, je m'étais entraînée comme une malade pendant la semaine qui avait précédé les qualifs de l'US. Il faisait hyper chaud, j'allais faire 2 heures de piste, du travail de fractionné et tout. Enfin, je me disais, faut que j'améliore ma capacité physique, faut que je sois plus endurante, faut que j'arrête de perdre au deuxième tour. Premier tour des qualifs de l'US, je joue contre une Tchèque, je perds 1-7-3-1. C'est vraiment chaud, le match est très très tendu. Georges Goven est là présent sur le match, mon papa est là, ils m'arrivent à m'encourager, à me donner quelques conseils, j'arrive à gagner ce match. Ça va un peu mieux. Le deuxième, je passe assez facilement. Le troisième, je me qualifie et je joue au premier tour du tableau contre Arantxa Sanchez Vicario, qui est encore top 15 mondial, donc qui a gagné Traquenard. l'US Open il y a quelques années. Et je me retrouve à jouer sur un des cours là hyper rapide où les cours sont usés, donc du coup ça vraiment ça fuse. Je démarre pas très bien, je crois que de mémoire, il faudrait regarder le score, mais je crois que je suis menée 3-0 d'entrée. Et derrière, j'aligne, il me semble, 11 ou 12 jeux d'affilée, quoi. Donc, je gagne le premier 3-0. 6-3 Boum. et ouais, ou je mène 3 ou 4-0 au deuxième. Et en fait, j'arrive à dérouler, à gagner ce match. C'est retransmis sur Eurosport. C'est un de mes premiers matchs qui était retransmis à la télé. Je suis élue joueuse du jour sur le site de l'US Open. Enfin, ça commençait à prendre pas mal d'ampleur parce que j'avais gagné les juniors l'année d'avant. Je gagne mon tour suivant qui était, parce que j'avais éliminé la tête de série, donc je gagne le tour suivant qui est quand même une top 100, mais bon, qui était entre guillemets en contre, parce que je venais de battre une top 15, et je perds sur Lindsay, qui est 2 ou 3 mondial, sur le H, et donc je monte 110.
Derrière ça, je gagne Et- Poitiers, qui est un 75 plus H, et je suis 90, et puis après, j'étais partie. Mais si j'avais perdu ce premier match dans les qualifs de l'US, je serais peut-être pas là aujourd'hui en ayant gagné un grand chelem. Ça, c'est Et, sûr. et avant ça, ce palier à 220, comme t'as ton bac avec 2 ans d'avance, tu même si t'étais dans les 15 meilleures joueuses françaises jeunes, t'étais pas au top du top, mais t'as quand même eu une progression folle. Est-ce qu'à un moment, tu te disais, je suis une fusée, je suis fait pour Non, jamais. décoller? Non? Parce que Non, non. t'as bossé incroyablement fort tout le temps, mais t'as quand même eu une progression de mutant, quoi. En fait, je m'en rendais pas compte. À l'époque, Ok, je me rendais pas compte du tout parce que je me rappelle, je joue l'Orange Bowl, donc on est en décembre 2000, ouais. et il y avait Maria Sharapova qui le joue dans la même catégorie que moi. Et là, je la vois débarquer avec les agents, avec le représentant de Nike, avec le représentant de Prince, avec le sparring, avec Bollettieri, avec son papa. Et je me dis, ouh, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y avait, je crois, 8 ou 10 personnes. Ah, Et je la joue, je joue contre elle. Je joue contre elle en quart. Et alors, en fait, quand je l'ai vue déjà à l'âge de, je crois qu'elle devait avoir 13 ans, il me semble, je me dis, cette fille, ça va être monstrueux, quoi. Et bah, je me suis pas trop plantée. Mais en fait, j'avais toujours des exemples de filles qui étaient encore en avance sur moi, qui étaient encore meilleures que moi. Je mets au petit as, l'année où je perds dans les qualifs, je m'étais restée la semaine complète et je m'étais entraînée avec Dinara Safina. J'avais fait son sparring. Donc, en fait, moi, j'avais toujours des points de repère de filles qui étaient meilleures que moi, plus en avance, plus douées. Et en fait, c'était mes targets en permanence. Donc, ouais. je me suis jamais arrêtée sur mon propre parcours en me disant, ah, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, ah, c'est déjà bien. Jamais. J'ai toujours regardé devant, essayé de faire mieux, essayé de m'améliorer. La première fois que j'ai joué Serena, j'ai pris une douille. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir quand même que j'essaye de la battre. À un moment donné, si je veux gagner un grand chelem, il va falloir que je la batte. Donc, en fait, j'avais toujours des points de repère vers l'avant et je me suis jamais reposée sur ce que j'avais réalisé ou ce que j'avais fait. Je regardais toujours la prochaine fille à battre, le prochain défi à relever. Ça a été tout le temps mon moteur. Belle leçon. Sur tous les invités qu'on a, ils prennent pour la plupart un peu plus de temps justement à traverser le circuit secondaire qui recèle de pas mal de galères. Est-ce que vous en Mm. avez une en particulier avec ton papa, un truc un peu épique où tu te dis mais c'est pas possible ce circuit, il faut absolument que je fréquente uniquement l'IAT à New York parce que là ça va pas du tout là. Oh, yeah, j'en en ai eu beaucoup. Le tout premier, en fait, je commençais les juniors, donc je devais avoir 14 ans et demi, ouais, je crois que j'avais 14 ans et demi, et je me suis inscrite, donc à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas Internet, il y avait pas booking.com pour prendre les billets d'avion, pour réserver Ouais, l'hôtel et tout le bordel, hein. Donc, mon papa avait un anglais quand même assez limité, donc c'était moi qui me débrouillais pour tout faire. Donc, j'appelle le juge arbitre en Suède à Västerås pour m'inscrire sur le tournoi junior, et que des Suédois, j'étais la seule étrangère, avec Mathilde Johansson, donc qui est française, mais d'origine aussi suédoise, donc qui parlait quand même la langue et qui m'a beaucoup aidé la semaine où on a été sur place, parce que sinon, franchement, je pense qu'on serait sorti. ok. Et donc, je demande pour réserver l'hôtel. Et on me donne le nom d'un hôtel. Donc, j'appelle l'hôtel, je réserve. À l'époque, pour nous, c'était une blinde. C'était, je crois, de mémoire, 150 euros la nuit. Mais nous, on ne dormait que dans des Formule 1 ou dans des B&B à 15 ou 19 euros. Donc, 150 euros, c'était impensable. Mais bon, on me dit qu'il n'y a rien d'autre. Et je n'avais pas de moyen d'essayer de trouver sur place, sur Internet, pour voir s'il y avait d'autres hôtels moins chers. Donc, on réserve celui-là en se disant, bon, ben, on ira sur place. On verra si on trouve moins cher. Et donc, en fait, c'était une des premières fois où je prenais l'avion. Et l'avion, déjà, quand on est proche d'atterrir à Stockholm, le train d'atterrissage ne sortait pas. Donc, on commence à faire. Moi, je paniquais pas. Mon père, je voyais qu'il quand même, il commençait à suer à assez grosse goutte parce qu'il avait beaucoup plus voyagé quand il était jeune. Il était parti en Afghanistan, il était parti en Inde. Enfin, il avait fait beaucoup de voyages, des safaris en Afrique. Donc, il avait beaucoup plus d'habitude que moi de prendre l'avion. Et je vois qu'il commence à paniquer un peu. Donc, le pilote annonce en anglais qu'on refait un tour et qu'on va essayer de ressortir le train d'atterrissage. On refait un tour, le train d'atterrissage, il sort toujours pas. Et Oh, on commençait à manquer de kérosène. Et en fait, on a vu un gars qui est venu avec la lampe de poche, qui a soulevé la trappe et qui a poussé à la main le train d'atterrissage pour que le train d'atterrissage sorte. Et je peux t'assurer, après les avions, j'en ai pris un. Ça a été la seule fois où là, j'ai vraiment eu peur. Parce que tous les autres voyages, ça s'est vraiment bien passé, à part parfois des retards, etc. Mais pas d'anomalies majeures. Et en fait, c'était mes premiers voyages en avion où là,
A posteriori, c'était quand même vraiment chaud, Ouais, c'est chaud. vraiment chaud. Donc, on finit par arriver à Vasteras en février, donc de la neige de partout. J'étais sponsorisée par Adidas à l'époque et donc ils nous donnaient les fameux Willy bags, là, tu sais, les gros sacs avec des roulettes. Et tu Ok. traînais ça. Et en fait, donc, on arrive à l'hôtel avec le taxi. Bon, le taxi, déjà, il nous prend une blinde. On arrive à l'hôtel, c'était hyper loin du club. Bon, on se dit le lendemain, on va aller au club et puis on va essayer de demander en anglais s'il n'y a pas un hôtel plus proche, un hôtel moins cher, etc. On arrive au club, il y avait un hôtel pile en face du club qui coûtait 20 euros. Et en fait, comme ils voulaient pas nous aider parce qu'on était français, ils nous avaient juste laissé là à l'hôtel le plus cher possible et le plus loin possible. Oh, les Et salauds. donc, voilà. Donc, on voit Mathilde et je lui dis, mais Mathilde, tu peux pas m'aider parce que bien sûr, à la réception, il ne pas un mot d'anglais. Tu peux pas m'aider pour qu'on aille réserver une chambre. Elle nous avait aidé à réserver une chambre. Et donc, on était arrivé en bus de l'autre hôtel au club de tennis avec les sacs Adidas à essayer de les traîner sur la neige et le verglas. Donc, on n'avançait pas. Tu faisais 1 mètre, tu reculais 3. Et pour arriver à la réception de l'hôtel et finalement rester à cet hôtel-là pendant tout le tournoi. Mais, je me dis enfin, à l'époque, sans téléphone portable, sans Internet, sans rien pour voyager, c'était une tannée, quoi. Mais une tannée complète. Ah. T'avais fait quoi ce tournoi? J'avais fait finale. Bien, c'est bon ça. Ouais, j'avais fait finale. Mais le matin, ils commençaient les matchs, c'était 7 heures du matin sur le terrain. Commencer le match. Waouh. Ah ouais, Ouais. ah la Donc, on se vache. retrouvait à 5h30 au petit-déj. Je voyais les Suédois qui mangeaient du pâté à 5h30 du matin. Je disais, mais je suis où? Ils sont forts ces Mais c'est pas Suédois. possible. Il faisait noir toute la journée parce que c'était en hiver, bien sûr, à février, tu voyais même pas le soleil. On était resté Oh, en indoor pendant 10 jours. Ouais, c'était une expérience. faut Je aimer m'en ça, souviens hein. encore aujourd'hui. Ah, la cure de 26 ans après, vitamine je m'en D. souviens encore. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Comment il a fait ton papa pour se former comme il venait pas du tout du tennis? Je crois que vous aviez des entraînements assez spéciaux et j'aimerais Mm. savoir du coup une pierre de coups comment il s'est formé et comment vous étiez vu de l'extérieur. Est-ce que ça pouvait faire bizarre parfois? Qu'est-ce que tu ressentais? Un mix de tout ça quoi. Alors, pour mon émission sur RMC, j'ai interviewé Richard Gasquet il y a quelques jours et on a passé notre jeunesse ensemble puisque on a fait toutes les catégories de juniors ensemble. Et en fait, a posteriori, quand on en discute justement de notre parcours, oui, on était atypique, mais je pense que ça a été notre force. Richard, parce qu'il était beaucoup avec son papa, pas par son jeu, mais parce qu'il était beaucoup avec son papa et que c'est son papa qui l'a formé. Moi, parce que j'étais avec mon papa et par mon jeu. Mais c'est finalement parce qu'on est sorti du moule et qu'on a été différent qu'on est arrivé justement à percer. J'en discute aussi avec Joe Tsonga quand on commente ensemble sur Prime. C'est exactement le même parcours aussi. C'est parce qu'on a eu des difficultés à un moment qu'on est arrivé à se construire dans la difficulté et qu'on a rebondi. Joe, c'était par ses blessures. Donc en fait, moi, la difficulté que j'avais, c'est qu'effectivement, au départ, on n'y connaissait rien, mais aussi on est parti avec aucun a priori, et je pense que c'est ce qui a fait notre force. Donc on s'est pas dit, ah mais non, mais le coup droit demain, c'est pas possible, ah mais non, mais d'être dans le terrain au retour, c'est pas possible, ah mais non, mais de faire des swing volés, des volets liftés, ah mais non, c'est pas possible, il faut faire tout traditionnellement, il y a un coup droit normal et une volée normale, parce que j'aurais jamais réussi si j'avais fait ça. Hmm. Donc en fait, on est parti de ce qu'ils appellent en anglais l'open mind, donc d'être vraiment ouvert et sur plein de possibilités et voir finalement ce qui compte à la fin, c'est le résultat. Et donc, assez rapidement, ben, on s'apercevait ce qui fonctionnait pas, comment je gagnais mes matchs, comment parfois je les perdais, là où il fallait progresser. Et en fait, on a appris en compétition, tout simplement. Mais quand on a vu débarquer Venus et Serena Williams qui faisaient que des volets liftés, qui étaient que dans le terrain, ben, mon père, lui, il avait inventé ça dans le bolodrome à Retournac, mais il l'avait compris, en fait, que moi, je pouvais pas jouer de 2 mètres derrière en train de limer et de faire des ronds, quoi. Ça allait jamais être mon jeu. Hmm. Et en fait, je pense que cette capacité d'adaptation, en étant effectivement très pragmatique, ça m'a permis d'avoir non seulement un jeu moderne, mais un jeu qui était en adéquation par rapport à mes capacités et à mes difficultés aussi. Donc, on a construit un jeu qui finalement marchait et fonctionnait. Donc, c'est ce qui était quand même l'essentiel. Et parfois, effectivement, j'entends des entraîneurs qui ont une théorie qui est bonne. Le problème, c'est que la théorie, c'est pas la pratique. Et qu'en fait, il faut s'adapter en fonction des capacités ou des non-capacités d'un joueur ou d'une joueuse et pas rester fixé dans un moule parce que effectivement, c'est a priori sur le plan de la théorie mieux de faire comme ci ou mieux de faire comme ça. Quand je vois Daniil Medvedev aujourd'hui jouer, on peut pas dire que techniquement, quand on le voit jouer, c'est d'une pureté absolue, mais c'est très très efficace et c'est de loin ce qui compte le plus.
Donc, en fait, il faut arriver dans le tennis de haut niveau à être pragmatique sur ce qui fonctionne, pas sur idéalement ce qu'il faudrait faire. Et je pense que ça a été effectivement la grande force de mon papa. Vous preniez la tête parfois avec ton père? Ça gueulait un peu ou Souvent, pas? non, souvent, bien sûr, parce que euh, quand il y a beaucoup de pression, comme dans tous les environnements à haute pression, bien sûr qu'il y a des tensions, mais après, fondamentalement, quand il y a du respect mutuel, ça fonctionne. Oui, Ça fonctionne et le respect mutuel, il a toujours été présent et je continue aujourd'hui à 40 ans à avoir énormément de respect pour mon père et à lui demander beaucoup de conseils dans tout ce que je fais. Donc, lui, il savait que je faisais mon maximum. Donc, j'ai jamais triché, je me suis jamais préservée à l'entraînement ou pas donné le maximum en match. Je faisais tout ce que je pouvais. Donc, à partir de là, déjà, c'est un socle qui est solide. Et puis ensuite, on se trouve les solutions petit à petit. Et quand il a fallu faire appel à d'autres personnes parce qu'on butait comme pas arrivé à gagner un grand chelem, on a été capable de faire appel à d'autres personnes. Voilà, on s'est adapté en fonction, encore une fois, d'un objectif final. Mais par contre, l'objectif final, on l'a jamais perdu des yeux. c'est beau ça. Et ta maman dans cette histoire, elle était où? Elle faisait quoi? À quelle fréquence vous pouviez la voir? Ma mère, très peu à partir du moment où je me suis mis à beaucoup voyager chez les juniors. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, cette année-là, de 15 à 16, là, quand j'enchaîne l'Orange Bowl, derrière, je vais au Mexique, je gagne, je vais en Australie, je gagne les 2 mois de préparation de l'Open d'Australie. Enfin, toute cette année-là, on est rentré un jour sur 365. J'ai dormi Oh. une fois dans mon lit. Et donc, en fait, à partir de l'âge de 15 ans, ça a été très, très compliqué. Et justement, quand j'ai réussi, enfin, que j'étais installée dans le top 50 et puis j'ai commencé à avoir des revenus plus importants, on l'a fait venir plus souvent sur les tournois. Elle venait sur les tournois. Après, c'est un peu comme la maman de Maria Sharapova. La maman de Maria, elle a été sur les tournois, mais elle n'avait jamais sur le site. Donc on la voyait jamais alors qu'elle était présente dans la ville. Ma maman, c'était un petit peu pareil, comme elle avait beaucoup de mal avec l'esprit de compétition, le stress de la compétition, la tension. Elle aimait pas trop cet environnement-là. Elle venait, mais voilà, elle faisait ses activités, elle restait à l'hôtel, elle se baladait dans la ville et on se retrouvait le soir. Mais il y a eu 2, 3 ans où ça a été très dur, ouais. Ça a été très dur. Elle t'a manqué naturellement? Oui, bien sûr, mais après c'était des sacrifices que j'étais prête à faire pour réussir. Mais parce que je les ai voulus. Si on m'avait forcé, je les aurais pas supportés. Donc en fait, on en revient toujours à la même chose quand souvent des parents me demandent aujourd'hui les conseils que je peux leur donner, comment ils peuvent faire pour leur enfant, etc. Ce que je leur explique, c'est la première partie de la réussite, c'est le joueur ou la joueuse. L'entraîneur, oui, vient se greffer, oui, à une petite partie, oui, va donner de meilleurs conseils. Mais s'il n'y a pas le joueur qui a une envie profonde de réussir, vous pouvez mettre Federer et Nadal entraîner un joueur, s'il n'a pas envie de réussir, ils ne le feront pas réussir. Hmm. Donc c'est l'entraîneur, bien sûr, a eu un impact, mais l'impact restera toujours limité si le joueur n'a pas envie de faire quelque chose. Ton frère, Donc il faut que ça soit une envie commune. ouais. C'est un grand frère que t'as. Oui, absolument. Combien de plus? 9 ans. Ok. Et Mm. il est venu te voir un peu en tournoi de temps en temps sur le circuit, non? Il venait à Roland-Garros me voir. Ouais, Il est venu sur ma première finale de Wimbledon en 2007 aussi. ouais. Mais après, mon frère, il a fait l'armée, il était militaire de carrière. Donc il voyageait aussi beaucoup pour son travail. Mais tous les Roland-Garros, on les passait ensemble. À partir du moment où j'ai joué au Roland-Garros professionnel et puis l'Open GDF quand il existait encore parce que c'était en France et que voilà, s'il était pas en mission à l'étranger, il venait me voir sur ces 2 tournois, ouais. C'était nos 2 points de repère. Excellent. Comme on a cru comprendre que c'était dur financièrement au départ, à quel moment, ça a été quoi ton premier gros cachet et premier gros kiff que vous vous êtes fait en disant, bon, allez, c'est bon, on lâche un peu la soupape, quoi. Alors, mon premier gros cachet, ça a été le troisième tour de l'US Open que j'ai fait. Ouais. J'ai touché 220 000 dollars US Avant, enfin, brut, hein, évidemment. brut. Euh, et donc là, du coup, effectivement, j'allais avoir 18 ans. Ouais. J'allais avoir 18 ans et que t'as un chèque où il y a écrit 220 000 dollars dans les mains, tu te dis, bon, là, quand même, je suis quand même en train de réussir un truc qui est pas trop mal. Là, Et, papa, euh, c'est bon. et mon premier contrat que j'ai signé avec le Coq Sportif, où là, effectivement, c'était l'année où je jouais encore les juniors. Donc, l'année Ouais. où quand je gagne US Open Junior, je suis en Le Coq, où là, je me suis dit, bon, ça commence à être quand même assez sérieux, cette histoire. Et donc, du coup, moi, je suis très, très, j'aime bien épargner.
Donc, du coup, j'ai tout mis sur mon livret A de l'époque. Yes. Et j'étais très, très contente et très, très fière. À l'époque, c'était des étiquettes qu'on collait sur le livret A. Et la personne de la banque t'écrivait à la main le montant que tu avais déposé, te mettait un total, etc. Et en fait, tout mon argent que je gagnais sur les tournois français, Open, je faisais tous les week-ends. Ben, le lundi matin, j'arrivais entre midi et deux, quand j'avais terminé l'école, j'avais déposé mon chèque et religieusement, je regardais combien j'avais sur mon livret A. Et là, d'un Excellent. coup, mon livret A a décollé. Mais ouais, c'est la manière dont je les ai, on va dire, mis de côté et pas dépensés. Du coup, j'ai vu que forcément, finale de Roland, pardon, demi de Roland, finale de Wim, titre à Wim, tu gagnes 11 millions de prize money en carrière. Magnifique. Mm. Mais au-delà de cet argent, des contrats et des prize money, pour toi, c'est quoi la richesse? La richesse, c'est d'être satisfait de ce qu'on fait tous les jours. Et tu le retrouves dans ta mission de coaching avec ta joueuse indienne, ainsi que sur des missions comme avec RMC ou Prime Video. Exactement. Ouais, Exactement. C'est vraiment la sensation de bien travailler, d'avoir d'avoir l'impression d'avoir bien révisé, d'avoir bien préparé et de délivrer un travail qui est cohérent et qui est réussi. Et pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui me rend vraiment profondément heureuse, au-delà, bien sûr, après d'être avec ma fille, d'être avec mon mari, mais ça, c'est des parties plus privées. Mais on va dire la partie publique et le personnage public que je suis aujourd'hui, c'est vraiment la sensation de délivrer un travail fini, qui soit accompli, qui soit abouti, ouais, tout en ayant conscience qu'il y a toujours une marge de progression, bien évidemment, et que je peux toujours faire mieux. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la chance d'interviewer Tom Cruise et qu'à la fin de l'entretien, il me dit franchement, ça a été le meilleur interview que j'ai fait depuis le début de ma promo et tu peux être fier de toi et que il a ni franchement ni besoin de me le dire, ni entre guillemets être forcé à me le dire, ni aucun intérêt à me le dire. S'il me le dit, je pense et qu'il le pense sincèrement et qu'effectivement j'avais bossé d'arrache-pied pour préparer cette interview, mais que du coup, je peux en être satisfaite. Quand j'interviewe le président de la République pour RMC, on m'a choisi aussi, je pense, pour ce que j'étais capable de délivrer comme résultat depuis que j'ai commencé dans les grandes gueules du sport, puis après le Super Moscato Show, puis maintenant mon émission, puis les trois consécutifs parce que je fais les trois, et que je suis arrivée à monter certainement à un niveau où on estime que je peux être en face du président de la République. Donc c'est ça qui effectivement m'apporte énormément de satisfaction. Mais encore une fois, ça a été le système de fonctionnement que j'ai utilisé sur un terrain, c'est le même que j'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire de jamais satisfaire de ce qu'on a, toujours continuer à viser plus haut. Il y a d'autres personnes que je considère qui interviewent mieux que moi, surtout chez les anglophones et surtout chez les Américains. Donc, continuer à étudier ce qu'ils font, comment ils orientent les questions, comment ils les posent, euh, avoir des invités target que j'aimerais avoir. Enfin, c'est exactement comme au tennis, finalement, le prochain tournoi que tu veux gagner, la future fille que tu veux battre, comment la battre, comment te préparer. On en revient au même système de fonctionnement. c'était pour quel média, Tom Cruise? Pour RMC, pour mon show Bartoli Time. Incroyable. Et Et Manu, il est juste derrière moi en photo. t'es là, mon Tom. Et Emmanuel Macron, sympa. Comment on prépare une interview avec le président? Comment t'as fait? J'ai passé beaucoup de temps. Bon, d'abord, effectivement, j'ai eu une semaine entre le temps où RMC m'a dit, voilà, on t'a choisi et l'interview le jour J. Ouais, Donc, pendant une semaine, j'ai demandé à mon papa tous les jours de se mettre en face de moi comme si c'était le président de la République et de réviser avec lui, de reformuler à l'infini les questions, de se dire que là, c'était trop pas assez long, pas assez étayé, trop étayé, enfin, de refaire Moi, je travaille beaucoup à l'écrit, donc j'ai tous mes cahiers avec moi. ouais. Et puis, effectivement, l'interview se passe. Et à la fin de l'interview, je vais saluer le président. Il m'a dédicacé mon cahier. Donc, la page où j'avais préparé les questions, elle est dédicacée par le président. Et puis surtout, comme j'ai été nommée chevalier de la Légion d'honneur, c'est lui qui m'en a parlé directement sans que j'aborde le sujet en me disant, Marion, je serais très fière de te remettre personnellement la Légion d'honneur cette année. Tu es un honneur pour la France et pour le sport français. Et donc, ça serait un honneur pour moi de te remettre la Légion d'honneur. Donc, c'est effectivement des moments dans une vie qu'on n'oublie pas. Ah, les frissons. Mm. Bon, on vient de parler de deux sacrées stars, mais du coup, ta relation avec les stars du tennis féminin et masculin, le Big Three, comme on l'appelle,
Est-ce que tu as des choses sympas vécues avec eux, des anecdotes à nous partager? Ouais, j'en ai beaucoup. Novak, je l'ai eu 2 fois dans mon émission déjà. Ouais, ouais. Euh, Mon mari étant le plus grand fan de Novak Djokovic, de la Terre, de l'univers, de l'intergalaxie, de tout. Euh, du coup, il sait qu'à chaque fois, bien sûr, il est là pour l'encourager pendant les matchs, etc. Donc, c'est toujours des moments sympas quand je l'ai dans mon émission parce que voilà, il va se livrer et puis il va parler. Enfin, il va avoir un français quasiment impeccable pour quelqu'un qui a appris cette langue. Je trouve ça exceptionnel. Rafa, j'ai 1 million d'anecdotes avec lui, mais celle qui me remarquera à vie, c'est la première fois que je le vois. On est à Auckland. Il arrive de Chennai où il vient de faire finale en double avec Carlos Moya. Il atterrit le matin. Moi, j'avais fait, je crois, demi au final en simple. Hein. Je me dis que j'allais sauter le tournoi de prépa juste la semaine avant Melbourne pour me repréparer un peu physiquement, récupérer de la semaine de tournoi. Donc, je reste sur place de 3 jours avant d'aller sur Melbourne. Et je le vois arriver. Il joue contre Sheikh Shalken, qui est top 10. Il le découpe en rondelles alors qu'il avait atterri le matin de Chennai. Et là, je me dis là, et en fait, j'ai eu le même réflexe quand j'ai vu jouer Sharapova pour la première fois. Je me dis, là, lui, il va falloir le suivre parce que ça va être monumental. Et, euh, et en fait, quand je l'ai interviewé sur le terrain après, à Roland-Garros, ou quand on le voit en coulisses, il n'a pas changé, quoi. Hmm. Donc, le gamin que j'ai vu débarquer, qui avait 17 ans, qui était à Auckland et qui était personne, c'était exactement le même quand il avait 22 grands chelems, donc 14 Roland-Garros. C'est quelqu'un d'une humilité, d'une gentillesse, d'une politesse, Ouais. c'est exceptionnel. Et Novak, Novak, comme tu es peut-être un poil moins objectif avec ton mari qui, voilà, qui l'idolâtre, ouais. pour tous ceux qui se disent est-ce que c'est un bon gars ou pas, est-ce qu'on sait, on saura jamais, toi qui le côtoies un peu, t'en penses quoi? Alors Novak, exceptionnel, exceptionnel d'intelligence. C'est un garçon d'une intelligence comme j'ai rarement vu, qui analyse tout, qui ne laisse rien au hasard. Mais quand je te dis rien au hasard, c'est que tout est planifié, minuté, extrêmement famille. Donc moi, je l'ai vu aller jouer sur les cours à Orangui, à Wim ou sur les cours à Jambon alors qu'il venait de finir son match sur le central. Il allait passer 1 heure et demie avec son fils Stéphane pour jouer. Quoi qu'il arrive, il peut être 10 minutes avant de rentrer sur une finale de Grand Chelem ou en jour off, s'il me voit passer, il me dira bonjour. Ça, je trouve ça monstrueux parce que quand tu connais la difficulté d'aller jouer ce genre de finale, le stress qu'il y a, la pression qui monte, etc., euh, de prendre le temps, comme Rafa d'ailleurs et comme Roger aussi, de reconnaître les gens, de les saluer, même si c'est juste un petit comme ça, parce que t'es 10-15 minutes avant d'entrer sur une finale, mais de pas, entre guillemets, être complètement hermétique à tout. Mhm. Euh, les trois dans des caractères différents, bien sûr, parce qu'ils ont une personnalité différente, mais respect total, politesse, gentillesse, courtoisie, tous avec de l'humour, dans un humour différent, mais tous avec de l'humour. Et puis tous à vouloir gagner absolument tous les jeux qu'ils font. Donc j'ai vu Rafa se déchirer au palche avec ses coachs 2 heures avant de rentrer sur le central de C'est quoi Roland et ça? déchirer son adversaire sur le central de Roland. J'ai vu Novak s'engueuler avec Goran, pareil, parce qu'il estimait qu'il avait triché au même jeu. Ouais. Roger dans un autre style, mais la même chose. Et en fait, tu vois que c'est très bien que c'est des compétiteurs nés, quoi. C'est des Ouais. compétiteurs nés, donc dans tout ce qu'ils font, ils veulent gagner. C'est quoi, c'est un jeu Mais de cartes, c'est ça? le patché, en fait, comme un jeu de petits chevaux, mais Ah avec ouais, des pions. ok, ok. C'est un truc à l'espagnol, mais ouais, non, mais c'est des compétiteurs dans l'âme, quoi. Ça, Bon, c'est comme sûr. on n'a plus beaucoup de temps et qu'il y a deux, trois sujets que j'aimerais aborder, on va pas pouvoir refaire tout le film de Wimbledon 2013. Grâce à ça, je crois que tu as un accès à vie au All England Club. Tu as dû Mhm. côtoyer la famille royale. Ouais. Partage-nous un souvenir, un truc qu'il faut savoir que tu as vécu, qui est hors du temps, quoi, tu vois. Hors du temps, c'est chaque année quand je vais à WIM et que je suis invitée en Royal Box. Ouais. Parce que il y a 2 ans, c'est là où on a rencontré Tom Cruise. Et c'est lui qui est venu à ma table et qui s'est assis à côté de moi. Moi, j'étais pétrifiée, je bougeais plus, je respirais plus, j'étais en apnée complet. Et qui me dit, ah Marion.
Je me rappelle quand tu as gagné en 2013 ici, tes deux mains des deux côtés, ton agressivité, j'ai adoré. Là, me retourne vers mon mari, je dis, tu vois, j'ai réussi ma vie, tu pourras plus jamais dire autre chose. Parce que si Tom Cruise me reconnaît, c'est que c'est bon, là, je peux arrêter. Incroyable. Et puis, quand j'avais eu la chance de déjeuner avec Kate, donc à sa table, en fait, bien sûr, le protocole au Wimbledon m'avait prévenu très, très longtemps à l'avance parce que tu as une liste comme ça de règles à respecter au millimètre. Et si jamais tu t'écartes de ça, c'est fini. Donc, surtout ne jamais parler à la princesse en premier, c'est elle qui doit t'adresser la parole. Jamais d'aborder de sujet, c'est elle qui commence un sujet. Enfin bon, il y a tout un protocole, bien évidemment, aucune photo avec elle. Et en fait, ce qui est fou, c'est que bon, cette année-là, j'avais déjeuné à sa table, mais les autres années, à chaque fois, c'est elle qui me reconnaît, c'est elle qui vient me voir. Et l'année où l'Angleterre joue contre l'Italie en finale de l'Euro, il y avait donc la princesse, il y avait William et George, leur fils. Et en fait, on a pris le thé avec William et la princesse une fois que la finale était terminée, avant qu'ils aillent à je crois que c'était à Twickenham, je sais plus. Buckingham? La finale, la finale de l'Euro, il me semble, c'était, je sais plus dans quelle salle il avait. Non, à Wembley, pardon. Et Aucune donc idée. on avait pris le thé avec eux. Waouh. Donc là, tu te dis que là, effectivement, quand tu es sur la terrasse qui domine les cours de devant, avec tous les gens qui essayent de prendre des photos et que toi, tu as en face de toi le futur roi d'Angleterre et la princesse, bon, tu te dis qu'éventuellement, tu as un peu réussi ta vie. C'est possible. Incroyable. Magnifique. Je te trouve hyper solide sur les interviews de fin de match sur le central, ce qui est quand même à Roland, qui est quand même un exercice compliqué. Comment tu fais? Est-ce que tu as le cœur qui bat à 20 000? Et comment tu prépares sur ton petit cahier, je pense que tu as toujours, ces fameux Ouais, moments qui mêle un peu de voilà d'improvisation, mais aussi de préparation, d'adaptation. C'est beaucoup de feeling, quoi. Comment tu fais? Vraiment, je te trouve hyper solide. Déjà, bravo pour ça. Et c'est gérer gentil. gérer la pression plus les bonnes questions. Comment tu nous prépares tout ça? Alors, j'ai le cœur qui bat à 30 000, même pas à 20 000. C'est déjà pour commencer. C'est-à-dire Ok. que c'est de loin ce qui me stresse le plus dans tout mon travail aujourd'hui Ouais. à l'année entière, hein. C'est de loin ces moments-là, parce que tu rentres, c'est généralement plein, parce que tu as un joueur qui est généralement un très grand champion en face de toi, et qu'il faut arriver à capter un moment d'émotion en 4 minutes, et que lui, il a qu'une seule chose, c'est envie de se barrer, de rentrer au vestiaire et de célébrer avec ses entraîneurs, sa famille, et de penser déjà au match suivant. Et donc, en fait, il faut arriver à rendre ce moment agréable pour tout le monde, c'est-à-dire pour le joueur, pour les spectateurs et pour les téléspectateurs. Ouais. Et il faut comprendre qu'il y a ces trois éléments à prendre en compte. Donc, c'est-à-dire pas être enfermé en disant, bah, c'est bon, il y a que les gens qui sont sur le cours qui m'écoutent. Mais comme c'est repris par quasiment toutes les télés qui diffusent Roland-Garros, faut que ça soit agréable pour tout le monde. Et en fait, c'est vrai que moi, j'adorais quand c'était nous qui faisions la traduction des réponses parce que ça nous permettait de faire passer des émotions où parfois le joueur, par exemple, soit maîtrisait un peu moins la langue anglaise, soit avait un peu plus de difficultés. Et en fait, on arrivait à mettre en valeur par la traduction, en faisant comprendre aux spectateurs, aux téléspectateurs qu'il y avait une émotion particulière, et donc c'était la raison peut-être pour laquelle il y avait un peu moins de phrasé. Cette partie a été enlevée puisqu'aujourd'hui c'est traduit sur l'écran. Mais donc du coup, il faut arriver justement, comme tu l'as dit, à plus rebondir instantanément sur la réponse. Donc il faut être Mhm. extrêmement vigilant à ce qui est dit et pas essayer de dérouler un truc en se disant bon, ben, j'ai appris par cœur ma question 1, ma question 2, ma question 3. Il faut avoir une trame, mais être très très réactif par rapport à à ce que le joueur ou la joueuse te donne. Et cette partie-là, effectivement, Amélie Mauresmo, la directrice du tournoi, a vraiment voulu la faire vivre de manière plus importante que quand il y avait la traduction où ça coupait plus. Et donc, moi, un de mes modèles, c'est Jim Courier, Ouais. où on lui laisse bien sûr beaucoup de latitude à l'Open Australie, qu'on aura peut-être un peu moins à Roland-Garros, mais d'essayer de s'en inspirer en créant un lien, même rapide, hein, 4-5 minutes, c'est rapide, mais essayer de vraiment créer un lien d'amitié sur 4-5 minutes pour que le joueur ou la joueuse sorte en disant, bah tiens, j'ai passé un bon moment. Et ça, c'est vraiment le défi à chaque fois. Qu'est-ce qu'il est solide, Jim Courier. C'est phénoménal. Ouais. Meilleur moment sur les plateaux de Prime Video depuis que tu commentes Roland, t'es consultante en plateau, en cabine, sur le terrain.
peu importe, le best Ouais, du il y en a best. beaucoup. On passe toujours 15 jours à vraiment hyper sympa parce qu'on s'adore tous et qu'il y a une super ambiance. Euh, mais je dirais un des moments on était en forêt, on n'arrivait plus à s'arrêter, c'est que euh, à chaque fois il y a Paul de Saint-Cernin qui vient faire sa chronique Ouais. et en fait il tacle un peu tout le monde mais de manière très humoristique. Et il nous avait ressorti une photo de Guy Forget avec des cheveux. Oui, ça a existé. Et dans une espèce de baignoire avec des balles de tennis, enfin, genre photoshoot hyper kitsch. On n'arrivait plus à s'arrêter de rire. Il y avait celle-là. Et le moment où on a donné nos prédictions pour la finale de Roland l'année dernière entre Novak et Casper Ruud. Donc, il y a Joe, il y a Fab, il y a Guy. On est tous en train de dire 3-7-0 ou 3-7-1 pour Novak. Et d'un coup, il y a la clé qui arrive et qui dit 5-7 pour Rude. Et là, on pleurait de rire, quoi. On n'arrivait plus à s'arrêter. On n'arrivait plus à s'arrêter. Mais on passe toujours des moments exceptionnels. En fait, à chaque fois, on arrive, on est content et on repart et on est triste de se quitter. On attend que ce soit l'année prochaine. Énorme. Ouais, J'ai 4-5 questions de fin vraiment très rapides pour mieux te connaître. Est-ce que tu pas as de souci. un livre que tu recommandes à notre audience, peut-être un livre de chevet vers lequel tu te retournes parfois de temps en temps quand tu as besoin? Alors moi, j'adore la grande littérature française, donc j'adore Maupassant. Et en fait, j'ai lu Belle Amie en français et en anglais. Ah, c'est marrant parce qu'hier C'est mon livre référence. j'étais avec Fred Verdier aussi pour cette série d'interviews et c'est le même bouquin. Mm. Un film. Tous ceux de Tom Cruise, je les ai vus, revus. Top Gun Maverick, je crois que je me suis fait 25 fois dans l'avion. L'émission Impossible, pareil. On va dire en film d'action, n'importe quel film de Tom Cruise, et en film émotion qui me frapperait à chaque fois, Gladiateur, avec Yes, Russell Crowe. c'est bon ça. Mm. Est-ce que tu aimes bien les concerts? Si oui, le concert le plus ouf auquel tu as assisté de ta vie. Alors, c'est un de mes rêves, et pour l'instant, j'arrive jamais à caler une date où je suis dispo et où il y a des places, etc. C'est Coldplay, Ah, mais je oui. suis jamais arrivée à le faire. Ah, il va falloir que tu prennes le temps parce Et, que là, c'est sublime. ouais, mais non, et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je me mets sur ma télé, le morceau Sky Full of Stars quand il l'a chanté à River Plate, où il y avait, je crois, 100 000 personnes avec les lumières, etc. Et je me dis, pourquoi j'arrive pas à caler une date, pourquoi j'y suis pas et tout. Là, en plus, il avait une tournée européenne cette année, mais j'arrive pas. Ça tombe toujours pendant Roland ou pendant Wim, ou alors c'est sold out, ou alors j'arrive pas à trouver des places. C'est mon immense regret. Ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce que tu murmurerais à l'oreille de Marion qui était en train de stagner et qui se mettait comme échéance là, voilà, la période imminente, ou alors tu retournais à l'école en septembre, même si tu as réussi, in fine, avec l'expérience et le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Que le travail acharné finit toujours par payer. On est sûr de ça? Sûr. À 1 million %. Mais le travail acharné intelligent, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu peux travailler en allant dans le mur, quelque part, tu penses pas? Alors, très franchement, avec l'expérience que j'ai, il vaut mieux travailler très fort, même s'il y a une partie, entre guillemets, on peut se dire, on ne sait pas si ça sert à grand-chose, Ouais, plutôt que de travailler très fort en se disant, ouais, mais je travaille tellement intelligemment que ça va passer. Ça, je suis pas, je suis pas certaine. Et pour avoir vu Roger s'enquiller des séances de malade pendant 5 heures d'affilée, Rafa, je t'en parle même pas, et Novak, c'est encore un autre univers. Très honnêtement, pour avoir vu Serena tous les matins à 6h45 sur les terrains, il y a quand même un point commun, c'est que c'est quand même ceux qui travaillent le plus qui arrivent plus. yes, on adore, on pourra terminer là-dessus, je pense. Est-ce que tu penses, dernière question, que ton papa accepterait de faire un épisode sur le podcast? Alors là, j'ai aucune idée. Mon papa est assez taiseux. Il est un peu moins expansif que moi, mais je lui soumettrai l'idée avec plaisir. Eh ben, avec grand plaisir. Merci Marion d'avoir pris le temps, c'était un super Avec, moment. avec plaisir. Merci Merci à toi. d'avoir partagé. Très bonne quinzaine sur Prime Video. C'est Et, gentil. et peut-être qu'on se croisera. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et mettez un like ou 5 étoiles. C'est un simple clic de votre côté et méga important pour le référencement de notre travail.
merci par avance. Pensez aux bouche à oreille aussi. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. C'est le meilleur marketing possible. Des gens qui font des footings, des personnes qui s'entraînent le mardi soir dans une bulle et que ça pourrait évidemment intéresser. Surtout, n'oubliez pas de le faire à chaque épisode, envoyé à un ou deux potes et forcément, l'effet boule de neige marchera, c'est sûr. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Vous pouvez rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 € par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives qu'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de match, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast. Ça nous permet de continuer de t'offrir du contenu de qualité chaque semaine et toi ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et de nous aider à rendre ce projet pérenne. Vraiment, ça passe par là. Donc, merci à toutes les personnes vraiment qui le font. Ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Et si vous avez des idées, envoyez-les moi à max@tennislegende.fr. Vous pouvez aussi sur LinkedIn ou Insta, Max Zamora, ZAMORA. Je réponds à tout le monde. Et sachez par ailleurs que j'ai créé un nouveau podcast avec ma pote Alexia, il s'appelle Coup de cœur et on reçoit des gens qui viennent nous raconter des histoires d'amour. J'adore ces histoires humaines, les rencontres et tout ce qu'on peut apprendre à travers ça. C'est aussi sur Spotify ou Apple Podcast, Deezer, etc. Toutes les plateformes audio. Foncez, passez une oreille. Je me suis prêté au jeu, j'ai raconté une histoire d'amour, ça devrait vous faire marrer. Je suis curieux d'avoir vos retours en tout cas. Surtout, n'hésitez pas, évidemment. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir pendant cette quinzaine de Roland et également sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao.